Alors, la médiation familiale ne se limite pas aux problèmes de couple. Elle intervient dans d'autres domaines, les liquidations de patrimoine, les relations parents-enfants majeurs et aussi le domaine de la santé. Celui du domaine des parents qui bénéficient justement de ces protections juridiques est un lieu d'échange, de communication, d'élaboration d'aspects concrets en vue, comme dans toute médiation, de l'élaboration d'accords mutuellement satisfaisants pour l'ensemble de la famille concernée. C'est un projet que j'avais envie de matérialiser depuis longtemps avec le concours des magistrats et la participation de tous ceux ouverts à cette approche. On a utilisé la possibilité de l'article 127.1 du Code de procédure civile. Le juge procède à une injonction de rencontrer un médiateur qui les informera sur la médiation. À l'issue de cette rencontre, qui à Toulouse permet aux gens de se retrouver ensemble avec le médiateur, la même ordonnance du magistrat prévoit qu'une médiation conventionnelle peut s'entamer avec l'accord des personnes, avec la signature d'un contrat de financement et d'un contrat de médiation. Des résultats positifs ont pu être constatés en la matière depuis la mise en place de ces modalités. Pratiquées par des médiateurs formés spécifiquement. Je rappelle qu'il existe le diplôme d'état de médiation familiale. La médiation familiale peut s'étendre en médiation conventionnelle à tous les rapports entre les membres de la famille, avec le mandataire judiciaire, avec les accueillants des personnes dans les EHPAD, voire en matière de santé, y compris dans la fin de vie. La médiation familiale présente toute adaptation et souplesse en ces matières où l'émotionnel et le juridique sont des partenaires privilégiés. J'espère pouvoir continuer toujours à participer à ce tas d'avancées pour lesquelles j'œuvre depuis ma part depuis plus de 35 ans. L'amiable ne va pas de soi, ni dans le système judiciaire, ni dans la société civile en général. Donc elle nécessite au minimum une acculturation entre différentes façons de faire et, quoi qu'il en soit, la compréhension d'un changement de culture. Je pense que l'université ne forme pas des juristes à l'amiable. On forme des juristes à combattre. Combattre loyalement dans le cadre du code de procédure civile, mais pas à coopérer. Et là est toute la différence. Il est difficile de demander à des personnes qui n'ont pas idée de ce qu'il est possible de faire en coopération, de travailler sur ce mode-là et de sortir du mode d'un combat. Coopérer loyalement n'est pas combattre loyalement. Cela fait écho à la première question et la réponse est manifestement oui, car il y a une différence fondamentale entre un véritable accord qui est satisfaisant pour chaque individu, présent dans le processus de négociation ou de médiation, et une transaction qui elle-même se basera le plus souvent sur ce qu'on appelle les concessions réciproques. Les deux s'apprennent. La question du contentieux ou de l'amiable, c'est d'opposer deux manières de faire. Le contentieux, c'est ce qui s'apprend à l'université. L'amiable ne s'apprend pas pour des juristes. Je vais prendre un exemple très concret. Si j'ai 10 billets de 100 € que je mets à portée de la main d'un des deux adversaires, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui dis faites ce que vous voulez, donnez ce que vous voulez à l'autre. Il va tout prendre. C'est naturel. On est dans le contentieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je rentre dans l'amiable, je vais rentrer dans de la coopération. Et par des règles, je peux forcer la coopération. Si je lui dis, voilà 10 billets de 100 €, donnez à l'autre ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, mais si l'autre refuse ce que vous lui donnez, moi je récupère mes 10 billets de 100 €. Eh bien, à ce moment-là, je vais avoir un expédient qui va pousser à l'équité, et je vais avoir une autre solution par l'amiable que par le contentieux. Il existe une pluralité de modes amiables de règlement des différends, des modes amiables conventionnels et des modes amiables judiciaires. Alors, tout l'objectif est de se dire que les justiciables ont un panel de règlements amiables à leur disposition, plusieurs voies pour régler leurs différends de manière amiable. Ils ont chacun leur spécificité qui s'adapte au type de litige et aux besoins des parties.
Les modes amiables conventionnels, donc pour on ne peut pas être exhaustif, mais il existe la médiation conventionnelle, la conciliation conventionnelle ou la procédure participative. La procédure participative est du monopole des avocats. Les deux autres, ce sont des processus où les parties vont être accompagnées par un tiers pour trouver une solution pacifiée à leurs différends. Dans le contexte judiciaire, il est également possible de tenter un règlement à l'amiable avec le juge, donc le juge qui prendra un rôle de conciliateur de justice dans la conciliation judiciaire ou dans le cadre de l'audience de règlement amiable, nouvelle procédure créée en 2023. Et puis, ce juge peut également, dans un contexte judiciaire également, déléguer cette mission à un conciliateur de justice ou même opérer une médiation judiciaire qui sera réalisée par un médiateur. Le Conseil national de la médiation est une instance qui est placée auprès du ministre de la Justice, chargé de lui faire des recommandations et des propositions en matière de médiation. Le Conseil national de la médiation réunit 40 experts de la médiation en matière civile, commerciale, familiale, administrative et de la consommation. Les premières propositions du Conseil national de la médiation, qui seront très prochainement remises au ministre, concerneront la déontologie de la médiation, les référentiels de formation de base du médiateur, les listes de médiateurs, l'évaluation de la médiation et proposeront quelques actions en faveur de la promotion de la médiation. Le GEM, le Groupement européen des magistrats pour la médiation, est une association qui regroupe des magistrats des pays de l'Union européenne ainsi que des personnalités qualifiées, avocats, notaires, professeurs, médiateurs, pour promouvoir la médiation dans l'institution judiciaire. Le GEM a 20 ans. Il regroupe actuellement près de 800 membres. Éric, qui est un des fondateurs, peux-tu nous dire quel enseignement tu tires de ces 20 années ? Une grande évolution, mais vraiment qui part d'un moment où ceux qui promouvaient la médiation comme magistrats étaient dans une minorité de représentation sociale orientée vers la médiation. Et dans la théorie des représentations sociales, il faut 20 à 30 ans pour changer une représentation au départ d'un groupe minoritaire. Nous l'avons été, et 20 ans plus tard, j'entendais à l'interruption tout à l'heure, une juge ici au tribunal de Toulouse me dire « Je suis venu à la formation du GEM sur la médiation de 2 jours avec beaucoup de réticence. Et puis j'en suis sorti en étant vraiment volontaire pour en faire. J'ai vraiment envie d'en faire. Ça donne du sens à mon métier. » Alors c'est un nouveau dispositif qui est prévu par la loi. L'idée, c'est de permettre aux magistrats professionnels de devenir un juge conciliateur. Donc le juge propose aux parties de se rencontrer dans le cadre d'une instance qui n'est pas une instance véritablement judiciaire, mais dans le cadre d'un entretien pour essayer de trouver une solution négociée à leur litige, en échangeant les points de vue, en rétablissant une communication et en essayant de trouver des concessions réciproques qui permettent d'aboutir à un accord. Alors, c'est le juge qui propose aux parties et à leurs avocats d'avoir recours à ce mode de résolution amiable des litiges, qui convoque les parties. La présence des justiciables est indispensable pour que ce soit eux qui soient acteurs de leur échange, de leur prise de parole, de leur accord. Et donc, c'est le juge qui impulse simplement avec une convocation dans le cadre d'un procès qui a déjà eu lieu. La plus-value, elle est très importante, c'est-à-dire que quand des justiciables arrivent au tribunal, véritablement, ils arrivent de manière fébrile. L'audience de règlement amiable leur permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, de s'épargner du stress et de participer à la solution de leur litige avec une dynamique gagnant-gagnant. C'est une question qui mérite quelques développements. Il faut promouvoir l'amiable sur le ressort du tribunal de Toulouse. Il faut donner envie. Il faut donner envie aux professionnels, les magistrats, les avocats, les différentes institutions. Il faut donner envie, j'allais dire, aux particuliers, à chaque citoyen que nous pouvons être. Il faut qu'on donne envie.
Il faut qu'on ait envie d'avoir recours à l'amiable plutôt qu'à un contentieux, à un procès. Pourquoi? Parce que l'amiable, ça permet d'aller plus vite, de trouver une solution plus rapide, de trouver une solution qui coûte moins cher, parce que le procès, ça peut durer très longtemps. Une solution plus pérenne, parce que quand on arrive à se mettre d'accord, on sait que la solution trouvée va durer plus longtemps, sera plus stable que si on recourt à une décision du juge auquel on n'adhère pas beaucoup. Et puis ça permet aussi de rendre les gens responsables. Quand des parents arrivent à se mettre d'accord sur la garde d'un enfant, on peut penser que ça les responsabilise dans leur rôle de parents, plus que quand c'est une décision du juge qui tombe comme ça, un petit peu d'une manière brutale. Donc il faut donner envie. Il faut donner envie, ça passe par la formation des acteurs, des magistrats, des avocats, pour que ces professionnels s'emparent de ces outils qui existent dans les textes depuis bien longtemps, mais il faut les faire vivre, ces outils. Donc il faut former les acteurs. Il faut informer les publics. Il faut que chaque citoyen sache que plutôt que de penser à avoir un procès, il y a peut-être une solution à côté en allant voir un conciliateur et un médiateur. Il faut aussi mettre en place des outils qui permettent aussi de faciliter. Il faut que quand on passe à l'amiable, on sache que ça va être rapide. Alors, ce sont les articles L213-1 et suivants du Code de justice administrative qui fixent les conditions du recours à la médiation. Et très schématiquement, il y a deux formes de médiation. La première qui est à l'initiative des parties avant d'engager un procès, mais qui a pour effet extrêmement notable de suspendre les délais de recours devant le juge administratif. Et dans ce cas-là, les parties demandent au juge de désigner un expert, et elles se sont entendues pour entrer en médiation. Le juge n'intervient que pour désigner l'expert, il n'y a pas de procès qui est engagé, et il y a un processus de médiation qui est dans ce cadre avec ce tiers désigné par le juge. Et puis le second dispositif, c'est celui de la désignation à l'initiative du juge, la médiation à l'initiative du juge, une fois que le recours a été déposé, où le juge peut, à tout moment de la procédure, proposer aux parties d'entrer en médiation. Les parties ont, comme d'habitude et comme toujours, le droit de refuser d'entrer en médiation. Si elles le font, à ce moment-là, le juge attend pour statuer, désigne un médiateur et attend l'achèvement de la médiation et idéalement le procès se termine par un désistement ou un non-lieu à statuer puisque les parties ont trouvé un accord. L'avocat, a priori, peut mal considérer de recevoir une injonction de rencontrer un médiateur parce qu'il considère qu'il a déjà fait tout préalablement à la procédure de la saisine pour voir s'il y avait un règlement amiable. Mais il n'empêche que cette injonction peut permettre au client à ce que les avantages de la médiation lui soient à nouveau expliqués et qu'en ayant un peu évolué, il va peut-être changer d'avis et être intéressé par la procédure de médiation. Alors cet accompagnement se fait d'abord en amont parce qu'avant d'entrer en médiation, on va lui expliquer ce qu'est la médiation. On fait beaucoup de pédagogie et on va effectivement voir s'il est apte à pouvoir aller en médiation et son intérêt. Et ensuite, comme il va avoir des interrogations, il va avoir des freins, on va passer pas mal de temps à essayer de lever tous ces freins et de répondre à ces questions. Et ensuite, en fonction du thème, puisque lui, il sait qu'est-ce que c'est son litige, on va l'aider à pouvoir évoluer et voir la stratégie que l'on va appliquer pendant la médiation, en lui expliquant aussi tout le processus, de manière à ce que quand il va rentrer en médiation, il sera informé.